Quelque chose qui peut vous paraître un petit peu bizarre. Et je crois que c'est un des problèmes de santé publique actuels qu'il faut évoquer, c'est-à-dire la... Ton micro, tu le prends de ce côté-là. C'est-à-dire les relations entre l'exposition aux champs électromagnétiques artificiels auxquels nous sommes soumis de façon de plus en plus importante, en particulier avec la mise en place de la 4G qui, suivant les informations qui circulent, émettent à 50% de puissance en plus que les antennes 3G, qui sont beaucoup plus réparties au niveau de l'espace géographique, et la nutrition. Et en particulier la micronutrition, c'est-à-dire la relation sur les micronutriments. Je ne parle pas bien sûr, mais on va en parler aussi de la nutrition normale, mais surtout des micronutriments. Donc, quand on regarde le champ électromagnétique, donc aujourd'hui on est caractérisé sur le spectre complet des ondes électromagnétiques par deux éléments. Une émission de micro-ondes, qui est celle qui caractérise par exemple Bluetooth, Wi-Fi, toutes les techniques sans fil. Et le deuxième problème, qui est celui qui est en partie occulté aujourd'hui, qui est celui des extrêmement basses fréquences, qui sont des fréquences qu'utilisent les cellules pour communiquer entre elles. Et il faut bien voir que toute une partie des études qui ont été présentées pour démontrer l'innocuité de tous ces systèmes dont nous nous servons de façon continue ont été faites sur les micro-ondes avec des générateurs qui n'utilisaient pas les basses fréquences qu'utilisent les téléphones en plus. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que probablement les systèmes les plus dangereux, ce sont les téléphones sans fil qu'on a à la maison. Parce que même quand vous les mettez sur la base, ils continuent à émettre à pleine puissance. Alors qu'un téléphone portable émet beaucoup plus quand vous recevez un appel que quand vous parlez. C'est-à-dire que quand vous écoutez, ce qu'on vous dit, ça fait rentrer plus d'énergie que quand c'est vous qui parlez. Et deuxièmement, plus on est éloigné de l'antenne avec laquelle il est connecté sur le réseau, plus vous avez une puissance d'émission. Pourquoi cette perturbation existe-t-elle? Les effets thermiques des champs électromagnétiques artificiels sont connus, les effets non thermiques le sont moins. Ils interfèrent avec le mode de fonctionnel des protéines. Les fréquences de modulation altèrent le spin des ions qui centrent la structure des protéines. La protéine a sa forme au niveau de l'espace avec ce qu'on appelle la shell water, c'est-à-dire la couche d'eau qui permet de maintenir la forme, et vous avez certains acides aminés qui créent des ponts, pas simplement des ponts disulfures, mais des ponts qui sont centrés sur ces ions. Le travail de Vladimir Bingui avait montré que cet ion est perturbé, et il y a une fréquence très particulière pour les ions que j'avais donné l'année passée, et ça se trouve dans les gammes entre 7 et 100 Hz. Et deuxièmement, vous avez une résonance cavitaire de la protéine qui se comporte pour activer son récepteur un peu à la façon d'un poulpe ou d'un calmar quand il se déplace, qui elle est une fréquence qui est entre 1 et 2 GHz. Donc tout à fait dans le domaine d'émission à ce moment-là des micro-ondes. Vous avez les références de Bingui. Donc le bouquin s'appelle Magnétobiologie, il a été publié en 2002 chez Elsevier Sciences, et ça permet de comprendre que ce qu'on nous a appris quand on était jeune avec le concept de clé-serrure vers un phénomène de type mécanique pour la liaison d'une protéine sur son récepteur est aujourd'hui complètement dépassé, obsolète, et qu'il faut bien comprendre qu'on est pratiquement dans le domaine de ces clés que l'on a dans les voitures, où la clé n'a plus de rôle physique, elle émet simplement un signal pour que le récepteur de la voiture se débloque. Alors, pourquoi ces perturbations ?